Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belles Lignes. C'est un livre primé, un récit déchiré dans un style dépouillé. L'auteur est d'abord un lecteur. Les titres des écrivains prennent place dans l'histoire. C'est l'histoire d'un personnage qui a été désarmé par la mort de ses parents. Les terroristes ou les suppôts du diable ont même emporté dans leur furie son âme sœur. Ismaël décide de se venger, il est à l'orée du trépas. C'est le titre du livre écrit par Khalil Diallo, la pépite littéraire. C'est l'invité de votre émission Belles Lignes. Khalil, bonsoir. Bonsoir, Papa Merci Lioun, d'avoir merci. accepté cette invitation. Merci à vous pour l'invitation. Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est d'abord la poétique, la composition. Vous avez cette manie de mêler dans votre histoire, l'histoire que vous racontez, les titres des écrivains célèbres. Et pour faire comme vous, ce livre nous permet d'avoir une odyssée littéraire, c'est pour reprendre le titre d'Homère. Alors, c'est quelque chose où vous venez, où tu viens de m'interpeller sur quelque chose qui me tient à cœur. Oui. C'est le principe de la filiation littéraire. Oui. Je crois que chaque texte littéraire provient d'un ensemble de textes. Et comme tu l'as rappelé au début, je crois être d'abord un lecteur avant d'être auteur. Et ce principe d'intertextualité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, était important pour moi à plusieurs niveaux. Mais le niveau le plus important et le plus apparent en mettant en exergue les titres des différents ouvrages, c'était une façon pour moi de rendre hommage à Yambo Ologem. Le devoir de violence en 2018, je crois, avait 50 ans. Oui. Et c'est un livre mal accueilli par la critique littéraire. Très bien accueilli pourtant, au début. Au début, c'est un livre c'est le premier roman noir à avoir le prix Renaudot en 1968 d'ailleurs. Et donc très bien accueilli, traduit, etc. L'auteur a connu à un moment donné la célébrité et tout ce qui va avec dans le milieu littéraire. Mais malheureusement, il était trop en avance sur son temps, je dirais, parce que certaines pratiques intertextuelles avaient été mal comprises. C'est ce que je considère, moi, c'est un parti pris que je considère comme de l'intertextualité. Et c'est ce qui lui a valu des accusations de plagiat et tout ce qui s'en est suivi. Oui. Mêler, faire la filiation entre les auteurs, c'est pas facile, c'est loin d'être une sinécure. Comment arrivez-vous à composer votre histoire tout en reléguant les titres des auteurs qui sont mis d'ailleurs en italique, mais ça fait une belle formation, c'est-à-dire c'est pas saccadé. C'est dans une harmonie, un syncrétisme bien réfléchi et bien mûri par l'auteur. Alors, je vais me permettre une petite digression avant de commencer, avant de répondre strictement et directement à la question. Vous aviez parlé tout à l'heure, ou tu avais parlé tout à l'heure de poétique dans le texte. Un des volets de ce que j'ose appeler mon œuvre, ou ce qu'elle sera, c'est de ramener ce que j'appelle la poétique du roman. C'est en partie de mettre la poésie au devant de la création romanesque. Parce que c'est quelque chose qui peut s'expliquer, qui peut se justifier. Pour moi, l'écriture classique, telle que je la conçois, aujourd'hui, est une forme de révolte. Une forme de révolte, un rejet du monde tel qu'il est actuellement et surtout de ce que beaucoup prennent pour de la littérature aujourd'hui. D'accord? Et c'est une façon pour moi de frapper en fait à grands coups ou de cogner ce que j'appelle les dominants. D'accord? Parce que ça me permet. C'est-à-dire les dominants. Les dominants, en fait, c'est tous ceux qui aujourd'hui sont propriétaires de capitaux et qui exploitent justement la majeure partie des gens qui sont donc les dominés, ceux pour qui justement Césaire était la bouche. D'accord? C'est quelque chose d'assez long, je crois que nous aurions le temps d'y revenir un peu plus loin. Et là, je veux dire que la facilité que j'avais, ce qui peut paraître en tout cas une facilité dans la construction de ces phrases, n'en est pas une en réalité. J'accorde une attention particulière au travail
du texte. Et l'unité de ce texte-là, l'unité première, c'est la phrase. Donc, il faut dire que chaque phrase est travaillée, ciselée, reformulée, retournée. Et je crois que c'est peut-être ce travail-là qui me permet de pouvoir incorporer le titre de certains textes qui m'ont marqué. Et d'ailleurs, c'est pour montrer que l'écriture d'un roman, ce n'est pas tout simplement dévoiler une histoire, même si elle est tragique. Au-delà de l'histoire, il y a la forme qui ne doit pas être happée par le fond. Exactement. C'est ça. C'est bien ça. C'est vraiment... il y a nécessité d'un style, en fait. Je crois que le plus important, en tout cas pour moi, dans un roman, c'est le style. C'est d'abord le style. D'aucuns me donneront tort, ils parleront de la dimension sociale et psychologique du récit. Mais pour moi, le style, je crois... L'un n'enlève pas l'autre. Exactement. L'un n'enlève pas l'autre. Ils doivent être complémentaires, justement. Mais en tout cas, dans ma création, j'accorde une importance particulière au style. Mais un style très méticuleux. Il faut d'abord lire. Parce que parfois, on n'est pas tout simplement, un écrivain n'est pas tout simplement forcément un lecteur. Est-ce que ce style-là va faire tache d'huile dans vos prochains écrits ou bien c'est juste un petit jet dans votre laboratoire d'écriture en laissant d'autres perspectives à vos prochains écrits? Alors, je crois qu'il y a de la matière, en tout cas. Je crois que ce qui constituerait ou ce qui constitue l'essence de mon style se trouve dans ce premier roman. Peut-être que ce sera beaucoup plus prononcé dans les suivants. Ce sera un peu amélioré, il y aura d'autres choses, mais il faudrait dire aussi que le style dépendra des thèmes abordés et des différents personnages qui seront présents, selon que le texte sera à la première personne, écrit à la première personne ou à la troisième, donc, et en fonction des différentes voix, s'il y a polyphonie, etc. Je crois que le style peut être appelé à évoluer, mais l'essence y est. Alors, avant d'entrer dans le fond, Khalil, restons d'abord sur la forme et c'est extrêmement important, ce qui fait même le charme de ce livre-là, hein, à l'orée du trépas. Autre chose à relever, c'est le réalisme scientifique dans la description. On dirait un naturaliste sans pourtant citer Zola, mais et d'ailleurs, on va le citer, la description est chez vous une nécessité de savant. Vous décrivez comme si c'est très scientifique, c'est très précis et c'est très beau, la description. Ça prend une large part dans ce livre-là. Merci. Je crois que la description est importante parce que pour moi, le récit, il doit être imagé pour permettre au lecteur de figurer justement toute la tragédie de ce qui se dit dans l'histoire. Aujourd'hui, si je viens au roman, si j'écris un roman, c'est parce que j'ai quelque chose à dire du monde. Et ce quelque chose que j'ai à dire du monde qui me révolte profondément, bien évidemment, il dépend du roman et de ce que je traite à l'intérieur. Cette chose-là, elle est importante. Je crois que c'est l'essence même du roman. Et pour que cette chose soit beaucoup plus palpable, plus présente et en tout cas, se présente de façon plus claire au lecteur, il faudrait que le récit soit imagé. Oui. Et il n'y a rien de tel que des descriptions. Je crois que pour dire la misère ou pour dire la tristesse, il faut y aller. Et la tristesse se lit quelque part, comme au début du chapitre 2, je crois. La tristesse peut même se lire dans la perception, ou la mélancolie, dans la perception que le personnage ou que le protagoniste peut avoir de son environnement. Le récit commence par la mort. La mort est même le fil conducteur de ce livre. Mais ce qui est important, c'est cette phrase-là que vous lâchez, qui est extrêmement belle, c'est que l'homme est une graine qui fleurit une fois enterrée. La mort n'est pas pour vous une rupture totale, mais le commencement de quelque chose, le commencement de la vie. Il n'y a pas de différence entre la mort et la vie, c'est juste un pont entre les deux. Exactement. Je crois que la mort est
presque un personnage de ce roman. Elle est omniprésente. Je veux dire, la mort jubile tout le long du roman. Elle est tout le temps là. Elle est au-dessus des épaules des différents personnages. Elle a des rires gras quand elle pavoise. Lorsque quelqu'un pleure un disparu ou que quelqu'un est enlevé par l'horreur ou par, en tout cas, les suppôts du diable et l'armée des ténèbres. Je crois que oui, en fait, Bercé, il faut savoir que toute écriture est nourrie, comme je le disais tout à l'heure, de certaines choses, et dont nos traditions. Et aujourd'hui, ce qui constitue la tradition, la mienne en tout cas, c'est en plus de l'ensemble des textes que j'ai eu à lire, que ce soit des romans, des traités historiques ou philosophiques. Et ô combien ils sont nombreux. Il suffit de lire le livre. Je n'en dirai pas tant, mais en plus de tout cela, je crois qu'il y a une partie importante d'orientalisme. Je suis de la Mauritanie, je suis originaire de Mauritanie, ma maman est mauritanienne, donc il y a cette tradition musulmane et un peu orientale. Il y a aussi des traditions africaines parce que j'ai grandi au Sénégal et tout cela, en fait, crée quelque chose dans notre inconscient. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'inconscient africain, et peut-être dans une moindre mesure arabe, il y a quelque chose où, en tout cas, il y a une certaine idée que nous avons de la vie avec un grand V en y incorporant la mort. Parce que la mort devient partie intégrante de cette vie et justement, elle devient ce pourquoi nous sommes quasiment en vie. Bon, nous pourrons discuter de cela justement en parlant des abus et des excès que ça cause. Je veux, pour exemple, ceux qui, pour profiter des plaisirs de la vie, attendent d'être morts. Je veux dire, il y a des gens parmi nous qui se privent des plaisirs de cette vie ici-bas pour jouir de la vie des morts plus tard. Et justement, ils vont jusqu'à offenser leur propre corps, jusqu'à meurtrir leur corps pour accéder justement, parce que c'est une façon pour eux de faire la place ou place belle à l'esprit. L'esprit avec un grand E. Parce que la grande récompense avec un grand R, c'est après la mort. D'après certaines traditions. Oui, d'après nos traditions religieuses. Oui, mais il y a quand même quelque chose, il y a matière à réflexion là-dedans. Voilà. En tout cas, la mort va suivre votre personnage principal, Ismaël. Il va perdre, dès le début de ce livre, ses deux parents. Et surtout la perte de sa mère, Mère Sophie, qui va l'affecter. Et vous montrer un peu les sacrifices de ces mamans pour leur fils. Je crois qu'on revient à l'intertextualité, un autre niveau d'intertextualité. Ça devient un récit un peu biblique, avec Ismaïla, la relation avec le père, la figure de la mère, etc. Et d'ailleurs, même dans le devenir du livre, oui, Ismaïla est suivi par la mort. Je crois que la mort est même une clé de ce récit, parce que dans le devenir d'Ismaïla, la partie la plus importante, c'est tous ces deuils qu'il n'a pas fait. Et oui, je crois que je le dis quelque part, j'en parle quelque part, je ne sais plus si c'est dans ce texte ou le suivant, une des parties importantes de ce qui devrait être l'écriture romanesque de ce jour, c'est justement le féminisme à défendre. Oui. Parce que nous évoluons aujourd'hui, toi comme moi, dans une société qu'il ne faut pas avoir peur de nommer patriarcale, ou en tout cas de traiter de patriarcale. Et aujourd'hui, je crois qu'il est de notre devoir à nous tous d'évoluer et d'aider justement notre société à évoluer vers un monde, en tout cas, plus juste pour les femmes. Et d'ailleurs, c'est grâce au sacrifice de sa mère, Mère Sophie, qu'Ismaël est devenu ce qu'il est. Et c'est pour montrer un peu, comme disait Rimbaud, un enfant sans mère, c'est comme un nid sans poule, sans chaleur. Exactement.
Exactement. Et c'est quand même, c'est très fort quand on voit rétrospectivement la relation que Rimbaud avait avec sa mère à Charleville, etc. Il faut parler un peu de l'intertextualité. Voilà. Donc, oui, c'est l'un des niveaux de l'intertextualité que nous avons dans ce texte-là aussi. Et la vie d'Ismaël dans ce récit est très paradoxale. Au début, il est l'intellectuel, l'opposé. Celui à qui tout événement nécessitait une réflexion. Mais à la fin, tout va basculer. Nous ne sommes pas encore à la fin. Mais c'est pour montrer un peu que dans un état T, l'homme réfléchit par rapport à un état temporaire, donne des pensées par rapport à un état temporaire, et pourquoi pas, on ne peut pas comprendre les actes des autres, surtout de ces terroristes-là. Et ce qui est important, c'est quand Ismaël, parfois, légitime, pendant un moment de cette histoire, la cause de ces djihadistes. Il dit que c'est une vengeance sociale. Et ça, les lecteurs, ça fait tilt. Le terrorisme est une vengeance sociale. Vous êtes d'accord avec votre personnage? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Hein. Ce n'est pas une question simple. Je crois que la première chose, c'est qu'on en vient là au troisième niveau intertextuel. Ismaïla étant humain, le troisième niveau d'intertextualité, je crois qu'il se trouve entre Javert et Ismaïla. Il y a évolution d'Ismaïla des Misérables de Victor Hugo. Oui. Il y a évolution d'Ismaïla dans le personnage d'Ismaïla comme chez Javert, en fait. Et c'est une façon pour moi de montrer que tout individu n'est pas forcément bon ou mauvais, mais qu'il y a une complexité chez l'être humain qui fait qu'il est vraiment, avant la toute fin, difficile de prédire ses actes. Et alors, pour ce qui est de la dernière question, je crois que c'est quelque chose qu'on peut discuter. Sociale, oui. Je crois que, oui, quelque part, Ismaïla dit que ces terroristes sont les fils que la société a rejetés, ces fils qu'elle n'a pas su aimer. Et il pousse peut-être la métaphore jusqu'à dire que l'être humain est comme un ressort. Je veux dire, il peut se laisser comprimer un certain nombre de fois, mais une fois le seuil de compression atteint, il se dilate, il laisse libre cours justement à sa colère. Et le terrorisme peut être vu ainsi, parce que il y a dans le terrorisme, il faut dire d'abord que les terroristes sont d'abord humains. Je ne veux pas prendre la défense d'un terroriste ou des terroristes que j'aborde. Que j'aborde d'ailleurs, mais il faudrait juste préciser une chose. Ce ne sont pas, comme on le croit, des gens inconscients, ignorants. Non, ce sont des gens qui ont une logique et qui ont leur logique propre, qui sont persuadés d'être sur la voie droite. Et aujourd'hui, en tant que romancier, je crois que mon devoir n'était pas de juger ou de prendre parti. Je voulais juste donner à voir ce que j'avais à dire du monde, justement, et de façon assez objective. Je devais relater. Et libre au lecteur que vous êtes de pouvoir prendre part. Mais pour ce qui me concerne, si je suis appelé à donner mon avis aujourd'hui, je crois que le terrorisme est un des plus grands mâles, et le mal en tout cas le plus important de ce siècle-là, ou je dirais même du millénaire. Maintenant, il faut comprendre les terroristes comme ce qu'ils sont, ou bien il faudrait les voir comme ce qu'ils sont. D'abord, des êtres humains, donc des êtres humains envers lesquels il est très difficile d'avoir de l'empathie, oui, que je ne défends pas à aucun moment. Mais justement, pour comprendre le devenir terroriste, il faudrait étudier leur vie et éviter, comme disait Albert Camus dans L'Homme révolté, de romancer leur vie. Parce que Camus disait que de l'extérieur, quand nous regardons la vie de quelqu'un, nous lui prêtons une linéarité qu'elle n'a pas. Et de surcroît, nous faisons de l'art avec cette vie-là, donc nous la romançons. C'est effectivement ce qu'on fait de l'extérieur, sans connaître réellement leur devenir. Je crois que pour comprendre le terrorisme et pour pouvoir donc lutter contre le terrorisme, il faudrait comprendre le devenir terroriste. C'est en supprimant les racines profondes, les causes profondes du devenir terrorisme que nous arriverons à nous en départir. Et pour ce faire, je crois qu'il est important d'étudier ce qui amène ces gens. Ce qui amène ces gens, c'est assez simple. Aujourd'hui,
aujourd'hui, les terroristes, ils sont, comment dire, ils sont appâtés. Ils sont appâtés, il y a tout un dispositif de recrutement autour, des gens qui viennent, qui font du recrutement sur des plateformes dédiées. Ils le faisaient même sur YouTube à travers des sites de jeux vidéo, voilà. Et ils offrent aujourd'hui à différents jeunes issus de familles monothéistes différentes de l'islam, ce qu'il faut comprendre, ou même de familles athées. Ils leur offrent quelque chose qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'ont pas. Ils leur font miroiter un but. Ils leur donnent un vrai but, un vrai sens à leur vie. Ils les élèvent au rang de bras armés de Dieu, chevaliers sous la bannière du prophète. C'est un sens qui est donné à leur vie. Il leur est offert la possibilité de sauver leurs proches, de sauver à travers eux. Ils deviennent martyrs, ils deviennent des héros. C'est des gens aussi à qui il est offert un salaire non négligeable. Je veux dire, ils deviennent de facto ce que j'appelle, pour rire, des fonctionnaires du paradis. Et peut-être c'est parce qu'ils étaient des damnés de la terre dans la société. Et Ismaël essaie un peu de l'intertextualité, essaie un peu de les comprendre. Il dit, ces personnages devenus violents, intolérants, sont donc les fils que la société a bâillonnés et abandonnés. Ainsi, la violence est le seul moyen pour ces fils rejetés de crier à la face du monde leur indignation. Ils cherchaient une voie, l'extrémisme les a manipulés et leur en a choisi une. Ismaël n'avait aucune envie d'en faire les victimes ou de s'apitoyer sur le sort de quelques assassins, mais pensait-il, l'être humain est comme un ressort. Mais ce n'est pas à l'homme de s'adapter dans une société. Ce n'est pas tout simplement simpliste de considérer le terrorisme comme étant une vengeance sociale. On n'arrive pas à s'acclimater dans une société, alors nous allons créer des voies pour être des héros, même s'il faut passer par le chemin de la mort. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Si on simplifie, ça peut vraiment donner ça, mais je crois qu'aujourd'hui, tout individu évoluant dans une société devient un produit de cette société-là. Et donc, ses choix même sont influencés par la société. C'est, comme vous l'avez dit, ce sont des gens qui sont rejetés. C'est des gens qui étaient, je veux dire, invisibles à l'arrêt de bus, je veux dire, devant la bouche de métro du coin. Et c'est des gens des laissés pour compte. C'est des gens qui, peut-être, en France, je veux dire, la suppression ou le passage du RSA au RMI, c'est des gens que ce passage-là, je veux dire, a empêché de vivre, de pouvoir avoir même ne serait-ce que 2 repas par jour, peut-être. C'est des gens aussi qui seraient peut-être au Sénégal, parce qu'on en a connu ici au Sénégal. On a connu des gens qui ont rejoint des étudiants brillants, un étudiant brillant à l'université, qui étaient assez avancés en médecine, des peintres. C'est des gens qui avaient une certaine douleur qui était liée à la société et qui n'avaient pas d'autres moyens. Et justement, c'est cette douleur-là, comme Ismaïla le dit dans le livre, c'est cette douleur qui a été manipulée, qui a été utilisée pour les conduire sur une voie différente de celle qu'eux-mêmes auraient souhaité en réalité. Parce que ce sont des gens qui, malheureusement, se sont perdus en quête de leur Seigneur. En tout cas, le terrorisme plane même au-dessus de ces personnes qui aiment. Exactement. Entre Amina et Ismaël, c'est un amour passionnel, fusionnel, différent de l'amour qui existe entre Omar et Marguerite. Et ça, c'est pour montrer que le terrorisme constitue une négation du bonheur, une négation de l'amour. Je crois bien. Je crois que je ne saurais trouver meilleure formule. C'est vraiment ça. Le terrorisme est une négation du bonheur. C'est vraiment, c'est ça. Je ne peux trouver une formule plus vraie, parce que pour moi, le mot juste et l'expression adéquate sont importants. Donc, c'est vraiment ça. Le terrorisme aujourd'hui, c'est, comment dire, c'est vraiment la fin de tout et la fin de toute humanité. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, pendant l'écriture de ce texte-là, j'avais peur d'aller dans des lieux publics, j'avais peur d'aller au resto, etc. Et donc, c'est vraiment ça, la négation du bonheur. Et je peux aller plus loin pour dire que ce qui expliquerait le terrorisme, ce serait peut-être une phrase. Laquelle? Une bonne raison de vivre
peut être une bonne raison de mourir. Et je crois que pour terminer, je dirais simplement que la lutte contre le terrorisme, elle ne devrait pas forcément être armée. Nous ne sommes pas en face d'une armée structurée, mais elle est d'abord idéologique. Il faut utiliser le langage de l'idéologie pour la combattre, je crois. Elle est aussi culturelle et politique, surtout politique. Mais parce que le terrorisme va rompre cette idylle qui existe entre Amina et Ismaël, deux âmes qui s'aiment, mais séparées par un voyage, mais un voyage sans retour. Tout débute par un voyage, j'ai l'habitude de dire. La vie même est un voyage. Et la vie avec un grand V dans son prolongement. Et c'est un voyage sans retour entre Amina et oui, Ismaël. Hélas. Et je crois que c'est... Je laisse quand même quelques petits indices au lecteur. Depuis le début, Amina a les mêmes yeux, a les yeux en amande, c'est les mêmes yeux que Mère Sophie. Donc, c'est quelque chose qui permet au lecteur de s'attendre à cela. Petit à petit, je laisse des petits pains d'épices sur sa route. Des faisceaux d'indices pour qu'il puisse se retrouver. Mais en tout cas, il a suffi d'un battement de cils entre les deux pour que l'étincelle prenne feu. Exactement. Et au-delà de ce mal qui est le terrorisme, il y a également, vous êtes chantre de l'amour. Et ça se voit un peu entre cette relation qui existe. Elle est passionnée, c'est par rapport à l'étymologie du mot passion d'ailleurs, qui vient du mot pâtir. Et ces deux êtres-là souffrent. Je crois que je suis d'abord, avant d'être chantre du bonheur, moi je me vois plus comme un écrivain de la douleur et de la violence. Je crois que... C'est bon quand ça fait mal. C'est bon quand ça fait mal. Parce que la vie, en réalité, n'est que douleur, au fond. Ah bon? Pour faire simple, un raisonnement tout simple, la vie n'est que douleur. Aucune vie ne finit bien. Elle finit toujours mal, par la mort. Ça, c'est très Elle radical. s'achève par la mort. Mais si on considère la mort comme étant la plus grande des douleurs, avec un grand D, est-ce que ce n'est pas paradoxal si vous dites, par exemple, que la mort, c'est la continuité de la vie? Mais la mort est d'abord une rupture avant d'être une continuité. Moi, je me dis que souvent, des gens pleurent quand quelqu'un meurt. Mais je crois que le mort aussi peut-être est en train de pleurer quelque part. Il pleure d'être arraché à l'affection de ceux qu'il quitte aujourd'hui, d'être arraché aux douceurs de cette vie, de ne plus pouvoir aller se baigner, de ne plus pouvoir embrasser ceux qu'il aime, de quitter sa maison. Il y a dans la mort une profonde abomination, c'est une injustice quelque part. Et c'est justement pour lutter contre cette injustice que moi j'écris. Et j'apprends à exorciser la mort. Tous mes romans finissent ainsi, par la mort. Et ce roman-là n'échappe pas à la règle. Ismaël ne va pas comprendre pourquoi le Dieu qui est là, le bon Dieu, moi je l'appelle ainsi, ne réagit pas, reste quoi face à ces injustices? Pourquoi il a créé ces suppôts du diable, ces semeurs d'orphelinat et de tombes, de cercueils. Belle expression. Et il ne comprend pas, il va se venger. La vengeance est pour lui le meilleur chemin pour accéder, pour se sublimer. Mais est-ce un mauvais piège? Le piège est mauvais, mais est-ce un mauvais piège pour un peu insister sur cette expression? Ah oui, nous pouvons toujours disserter après coup. Vous savez, c'est ce qui est beau avec l'histoire. Quand je parle d'histoire, je parle des faits qui se sont passés. Il est toujours facile après coup de connaître la bonne voie, la voie droite, de savoir ce qui aurait dû être meilleur. Oui, mais quand on est dans la situation d'Ismaïla, peut-être qu'on n'a pas forcément le réflexe de la pensée. Je crois que ce qui a manqué à Ismaïla, si le roman devait bien finir, c'est cette discussion avec son âme, c'est l'apaisement. Je crois qu'une discussion avec Baïdemba l'aurait peut-être sauvé. Et pourtant, il a lu, Baïdemba, oui, il a lu la lettre de son père, mais ça l'a arrangé. Exact. Cette lettre-là, oui, je l'ai créée justement à dessein. La lettre intervient, je crois, au chapitre 4. Oui, à la fin, oui. À la fin du chapitre 4, mais elle n'est ouverte qu'à la fin. Et justement, c'est un deuil qu'il n'arrive pas à faire encore. Et ça lui montre justement la véritable face de ce père qu'il a tellement haï et qui se révèle à lui dans son père l'adoré. Mais dans l'autre tombe. Voilà, et c'est ça qui crée encore une douleur. Et cette fois-ci, c'est une douleur autodestructrice. C'est quelque chose c'est une douleur qui est autocentrée, une douleur dirigée contre lui-même. Et comme vous aimez la mort, le roman va finir par la mort d'Ismaël.
il va être un terroriste. Malheureusement. Malheureusement. Et moi, je pensais qu'il y aurait un brin d'espoir quand il commençait un peu à avoir peur à discuter avec son moi, mais le ça était plus prépondérant. Exactement, exactement. Le ça était plus prépondérant. Et je crois qu'il y a, pour parler psychanalyse, je crois qu'il n'y a pas pu avoir cette sublimation, justement, cet abandon des désirs primaires pour aller vers l'essentiel, vers le surmoi. Je crois que cette sublimation-là n'a pas eu lieu. Et oui, malheureusement. Mais la mort, elle est quand même aussi quelque part assez belle parce que tout s'y achève, justement. Toute souffrance s'y achève, selon notre entendement. Bien sûr, après, elle continue. Mais je crois que nous sommes tous confiants et tous ravis de l'appeler le bon Dieu, comme tu dis, parce que nous avons espoir que la suite sera plus belle. En tout cas, Ismaël n'est pas à l'orée du trépas, il franchit le Rubicon en se faisant un peu, en déclenchant la bombe, il va mourir. Il va mourir avec une belle réflexion sur la mort. Sur la mort. L'histoire, le titre est important parce que l'histoire se déroule en un battement de cils. Oui. Entre le prologue. Le prologue se poursuit à l'épilogue en réalité. Le roman se passe un peu comme chez Dostoïevski, en un battement de cils en fait. Parce que c'est vraiment arrivé à l'orée du trépas, au seuil de la mort, que Ismaïla se pose des questions. Là, il prend peur comme tout être humain face à l'imminence de la mort. Il se demande s'il a bien choisi. Et c'est là qu'il revisite sa vie. C'est peut-être pour ça aussi que le roman est court. Oui. Parce que j'avais envie de casser la construction linéaire du récit, etc. Court, très précis, très bien écrit, nominé Grand Prix Ahmadou Kourouma, c'est ça? Oui, donc dans la shortlist finaliste du Kourouma, du prix Orange du livre, du prix Ivoire, voilà. C'est à lire, c'est écrit par Khalid Diallo. Il était l'invité de votre émission Belle Ligne. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.